Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Il y a des histoires criminelles, je crois, qui pèsent plus que les autres. Celle-ci en fait partie. C'est l'histoire de Pauline Dubuisson. En 1950, juste après la guerre, à Paris, elle tue son amant de 3 coups de pistolet. Et là, on découvre qui est cette fille, ce qui l'a amenée au crime. Et vous verrez, c'est passionnant. Pour le débrief tout à l'heure, je ferai appel à l'écrivain Philippe Génadin, qui s'est passionné pour cette histoire au point d'en faire un livre sorti en 2015 chez Julliard, La Petite Femelle, disponible aujourd'hui en livre de poche chez Point. Interview à écouter dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Mathieu Fret. Europe 1, Christophe Ondelatte. Imaginez la scène. On est en 1946 à la faculté de médecine de Lille. C'est la rentrée. La première rentrée de l'après-guerre. La rentrée de tous les espoirs. Espoir d'une vie nouvelle pour tous ces jeunes gens qui se pressent dans les couloirs. Et au milieu de tous ces garçons cravatés, une jeune fille super, grande, élégante, mystérieuse. Elle s'appelle Pauline. Pauline Dubuisson. Toutes les têtes se retournent sur son passage. D'autant qu'il n'y a pas beaucoup de filles à la faculté de médecine de Lille cette année-là. Et celle-là, quelle allure! T'as vu cette fille? Oh, elle est incroyable. Félix Bailly est en 3e année de médecine. 1m84, sportif. Attention, hein, ça n'est pas le tombeur de la fac. Pas du tout son genre. Cato jusqu'au bout des ongles. Son père est médecin à Saint-Omer, il est prévu qu'il reprenne le cabinet. Félix, c'est le bon parti, le gendre idéal. Alors cette fille, cette Pauline, oui, bien sûr, il l'a vue. Mais pour l'instant, il n'ose pas l'approcher. Trop timide, trop coincé. Alors longtemps, il tourne autour du pot. Et puis le temps passant, il commence à lui parler. Et maintenant, il flirte. À 23 ans, Félix est encore puceau, bien sûr. Trop couvé par sa maman, trop cato pour franchir le pas. Alors qu'elle, elle n'est plus pucelle depuis un bout de temps. Mais ça, il ne le sait pas encore. La logeuse de Pauline, en revanche, a bien vu leur petit manège. Il me fait plutôt bonne impression, ce garçon. Mais comment dire, il manque de virilité. Vous voyez ce que je veux dire? Elle le mène par le bout du nez. Et puis finalement, un jour, ils couchent ensemble. Crac, crac. Et le lendemain, en garçon bien élevé, il lui fait cette demande. « Est-ce que tu veux bien m'épouser, Pauline ?» L'épouser? Ah, elle refuse. Se marier à l'époque, ça veut dire arrêter ses études, faire des enfants, s'occuper de la maison et éventuellement faire le secrétariat de son médecin de mari. Le tout à Saint-Omer. Je suis désolé, Félix, mais c'est non. Je ne peux pas m'engager. Elle ne veut pas se marier, mais elle veut bien continuer à fricoter. Leur relation cas dure 5 ans de plus. 5 ans d'aller-retour, de crise, de « je t'aime moi non plus », de « je te quitte, mais non, c'est moi qui te quitte », de tromperie aussi, de part et d'autre. En tout cas, elle l'a déniaisé. Elle a gagné son bras de fer avec monsieur le curé. Maintenant, Félix est étudiant à la faculté de médecine de Paris. Et elle est toujours à Lille. Alors ils ne se voient plus. Ils ne font plus l'amour. De toute façon, à Paris, Félix a rencontré Monique, une étudiante en lettres, douce, gentille, bien éduquée. Exactement ce qu'il lui faut. Mais un jour, Pauline débarque à Paris. Elle a réussi à dégoter son adresse. S'il vous plaît, vous pouvez m'indiquer où se trouve la rue de la Croix-Niver? Le numéro 25. Et elle débarque chez lui. Je t'ai dit que je ne voulais pas me marier, Félix, mais je ne veux pas cesser de te voir pour autant. Dis-moi qu'on va rester ensemble.
comme avant. Dis-le-moi, je t'en supplie. Je suis désolé, Pauline. Mais je crois que pour moi, il est temps de tourner la page. Il veut tourner la page. Épouser une autre fille, sans doute. Il n'en est pas question. Félix lui résiste. Eh bien, il va le payer. Très cher. Pauline achète une arme, un 6,35. Et un samedi matin d'octobre 1950 à 10h, elle grimpe les 7 étages du 25 rue de la Croix-Nivert. Elle frappe à la porte. Il lui ouvre. « Pauline, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle tire 3 coups de feu. Le premier au milieu du front, le second juste derrière l'oreille, et le troisième dans le dos. Et voilà, elle l'a tué. Et maintenant, elle veut mourir. Alors elle s'enferme dans la cuisine, elle taillade le tuyau du gaz. Ce sont les pompiers qui vont la sauver. Elle l'a tué. Et maintenant, tout le monde va savoir qui elle est vraiment. Tout le monde va connaître son histoire. Forcément, ils ne vont pas être déçus. Ce que je vais vous raconter maintenant, Félix sans doute le savait. Ses parents, en tout cas, étaient au courant. Ils avaient fait leur petite enquête quand il était question de mariage. Mais enfin, chérie, cette fille est infréquentable. Il est absolument hors de question qu'elle épouse notre fils. Vous voulez savoir à votre tour pourquoi Pauline est infréquentable? Alors il faut commencer par le début. Pauline Dubuisson naît à Dunkerque en 1927. Ses parents habitent juste à côté, à Malo-les-Bains, une petite station balnéaire huppée bâtie par l'un de leurs ancêtres, figurez-vous, Gaspard Malo. Le père, André Dubuisson, a repris l'entreprise familiale de travaux publics. Il a fait la guerre de 14, bien sûr, et désormais il est colonel de réserve. Il est rigide, austère, et à la maison, c'est lui qui décide de tout. J'ai dit c'est comme ça, et ça ne sera pas autrement. La mère, Hélène, n'est pas invitée à donner son avis. C'est une femme discrète, soumise, vaporeuse, dépressive, en vérité. Hélène, elle a l'esprit artiste. Et dans la bouche du père, ça n'est pas une qualité. Ils ont 4 enfants, 3 garçons et Pauline. Les garçons font le désespoir du père. Gilbert est un feignant, François manque de caractère et Vincent est un rêveur. C'est bien ma veine. Bref, aucun ne lui arrive à la cheville. Aucun n'est taillé pour prendre la suite. Des faibles, il les méprise. Alors que Pauline, la petite dernière, elle a du potentiel. Pour elle, il nourrit de grands espoirs. Alors il prend son éducation en main. Et pour elle, il prend une première décision. Tu n'iras pas à l'école primaire, Pauline. C'est absolument sans intérêt. Je vais engager une préceptrice qui viendra te faire travailler à la maison. Et tous les soirs, je te ferai réviser moi-même. Il élève Pauline comme on élève les garçons à l'époque. Travail, réussite, ambition. Ne pas se plaindre, ne pas montrer ses sentiments. Les sentiments, c'est pour les faibles. Pauline grandit donc seule, au milieu des adultes. Après le primaire, le colonel consent à inscrire Pauline au collège Lamartine, une institution pour jeunes filles. Elle a 2 ans d'avance
et c'est la première de sa classe. En revanche, dans la cour, ça ne se passe pas très bien. Son colonel de père ne lui a pas appris à jouer à la marelle ou au cerceau. De toute façon, les autres filles, elle les méprise. Elles sont complètement idiotes. En 1936, Pauline a 9 ans et son grand frère Vincent meurt dans un accident d'avion pendant son service militaire. La mère, Hélène, s'enfonce un peu plus dans la dépression. L'année d'après, Pauline a 10 ans et elle a ses règles, ses premières règles. 10 ans. C'est précoce. La petite fille devient une femme. Mais son colonel de père n'aura pas le temps de la voir grandir. En 1939, quand éclate la Deuxième Guerre mondiale, il est mobilisé. Et ensuite, c'est la débâcle. Pauline, d'après ce qu'on m'a dit, les Allemands arrivent. Pauline a maintenant 13 ans. Et elle assiste à tout ça. Et au bombardement aussi de l'aviation allemande qui ravage Dunkerque et ses environs. 11 000 morts. C'est à ce moment-là qu'elle décide de devenir médecin. Les Allemands entrent dans Dunkerque et Malo-les-Bains le 3 juin 1940. Ils sont grands, beaux, triomphants, bien habillés. Et quand ils croisent Pauline, je peux vous dire qu'ils se retournent. Et elle aussi les regarde. Elle a 13 ans, mais elle fait beaucoup plus. C'est à ce moment-là que le colonel, épuisé et vaincu, rentre à la maison. Son entreprise de travaux publics a été complètement rasée par les bombes. Qu'importe, il repart de zéro. Il y a tout à reconstruire. Et c'est une sacrée opportunité. Eh bien oui, je vais travailler pour les Allemands. Et alors, je ne vois pas où est le problème. C'est bien ce que préconise le maréchal Pétain. Et le maréchal depuis Verdun, moi je le respecte. Et c'est ainsi qu'à Malo-les-Bains, le colonel André Dubuisson est le premier à inviter des officiers allemands chez lui. Et à chaque fois, Pauline est à la table. Elle parle allemand, elle traduit. Et elle est là aussi quand il faut négocier des marchés. Papa, je vais à la commandanture porter les dossiers que tu as préparés. À tout à l'heure. Les affaires de son père marchent de mieux en mieux. C'est un collabo, le père. Un collabo. Et ce qui devait arriver, arrive. Un jour de juin 1941, un policier la trouve avec un Allemand dans un jardin public. Ce jour à 16h15, passant square Ramboud à Dunkerque, j'ai remarqué que la nommée Dubuisson Pauline, née le 11 mars 1927 à Malo-les-Bains, domiciliée chez ses parents, se trouvait dans un bas-fond du disquaire en compagnie d'un marin allemand. Autant vous dire que quand à la rentrée 1941, Pauline retourne au lycée, ça jase. T'es au courant? Il paraît que cette fille là-bas fricote avec un soldat allemand. Tu te rends compte? Tout le monde est au courant. Mais elle s'en fiche. Elle traite tout ça par le mépris. Mais son père, lui, veille au grain. Tu vas quitter le lycée. Tu prépareras ton bachot avec moi. Mais ça ne change rien. Très vite, Pauline devient la maîtresse d'un officier allemand, le commandant Hubert. Un grand Prussien beau, très élégant. Le temps passe et nous voilà en 1944.
les Alliés commencent à bombarder Dunkerque. L'entreprise du Buisson est complètement détruite, pour la deuxième fois. Le ravitaillement devient une préoccupation quotidienne. Et Pauline? Eh bien, Pauline, elle fait du cheval avec le commandant Hubert sur la plage. Attention, Pauline, les Alliés ne vont pas tarder à débarquer. On finira par te demander des comptes. En 1944, dans les semaines qui suivent le débarquement, les Canadiens encerclent Dunkerque. Les bombardements sont incessants. Mais le commandant Hubert a juré à Hitler de mourir sur place. Alors plutôt que de se rendre, il reste. Et alors qu'on évacue la population, le colonel du Buisson, lui aussi, reste, avec Pauline. Papa, puisque je veux devenir médecin, j'ai décidé de m'engager comme aide infirmière à l'hôpital. Et à l'hôpital, le médecin-chef allemand, le colonel Dominique, la prend sous son aile. Il lui apprend le métier. Généreuse attention. Tu parles. À l'hôpital, Pauline a sa chambre juste à côté de ses appartements. Et bien sûr, ils deviennent amants, sous les bombardements. Il a 53 ans. Elle tout juste 17 ans. Dunkerque est libérée le lendemain de l'armistice, le 9 mai 1945. Et maintenant, les Dubuisson vont devoir rendre des comptes. Pour le père, ça ne se passe pas si mal. C'est une personnalité, il est ancien combattant, et il a donné 2 de ses fils à la France dans cette guerre qui s'achève. On ne va pas lui chercher d'époux. Pour Pauline, en revanche, ça s'annonce beaucoup plus compliqué. Alors son père l'envoie rejoindre sa mère à la campagne, pas loin. Mais on la retrouve. Un matin, des hommes armés enfoncent le portail et débarquent dans le jardin. Et des hommes et des femmes en furie s'engouffrent derrière eux. Hé, regardez-moi ça! Elle est là, la putain des boches! Ils la bousculent. Elle tombe. Ils l'insultent, ils lui crachent au visage. Il y en a même un qui lui pisse dessus. Et puis il la tire par les cheveux jusqu'à l'estrade, il la déshabille, il lui dessine des croix gammées sur les seins. Et puis il la tonde. D'abord les cheveux, et ensuite les poils du pubis. Tu t'es bien amusé avec les cheveux, ma chérie? Ah ben maintenant tu dois payer. Alors ils la prennent, et ils la transportent jusqu'à un abattoir transformé en tribunal. Ces hommes m'ont plaqué sur la table, et ils m'ont écarté les jambes. Je n'avais pas l'impression qu'ils s'enfonçaient en moi, mais qu'ils me poignardaient le ventre. Je n'étais plus qu'un morceau de viande dans lequel les mouches tout à l'heure pendraient leurs œufs. Je vomissais, mais rien ne les arrêtait. Une fois leur plaisir pris, je croyais en avoir fini, quand une nouvelle horde de faux résistants est entrée. Je me souviens, j'ai cessé de compter à partir de 10. Nous sommes en mai 1945. Pauline n'a pas encore 18 ans. Après tout ça, il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle quitte la région, qu'elle se fasse oublier. Elle n'a pas le choix. Alors elle part pour Lyon, la fac de Lyon, pour préparer son entrée en médecine. Et à Lyon, ma foi, elle passe totalement inaperçue. Elle travaille, elle ne fait que ça. Elle ne parle à personne. Elle passe tous ses week-ends enfermée dans sa chambre. Et à la fin, elle réussit brillamment ses examens. Elle va pouvoir réaliser son rêve et s'inscrire à la fac de médecine de Lille. Ses cheveux ont repoussé. Elle a 18 ans. Elle commence une autre vie. Et 5 ans plus tard, elle tue de 3 coups de revolver son amant Félix Bailly. Voilà, c'était ça, le secret de Pauline, tel que les policiers chargés de l'enquête le découvrent. Et maintenant, elle est en prison. Au procès, à votre avis, cette histoire sera-t-elle considérée comme une circonstance atténuante ?
3 semaines avant son procès, Pauline fait une tentative de suicide. Elle s'ouvre les veines dans sa cellule. Quand on la découvre, elle a perdu beaucoup de sang. Son pouls bat à 6 pulsations minutes. Mais on la transfuse et on la sauve. Le procès peut commencer. Et il y a foule. Et dans cette foule, d'ailleurs, un jeune homme qui deviendra bientôt l'un des plus grands avocats de sa génération. Il s'appelle Jacques Vergès. Et il dira que c'est cette affaire qui lui a donné la vocation. Quand le procès s'ouvre enfin, on parle bien sûr de sa tentative de suicide en prison. Maître Floriot, qui défend la famille de Félix, le mort, est sans pitié. C'est la 3e ou 4e fois que vous ratez vos suicides. Décidément, vous ne réussissez que vos assassinats. Et l'avocat général ne l'épargne pas non plus. Vous êtes une hyène, mademoiselle de Buisson. Et votre tentative de suicide est un simulacre. Et à la fin du procès, il n'y va pas avec des pincettes. Vous êtes un monstre de perversité. Vous vous êtes servi de vos charmes pour abuser d'un garçon parfait. Vous l'avez humilié et torturé pendant des mois tout en le trompant allègrement. Et quand il a enfin ouvert les yeux et décidé d'épouser une jeune fille convenable, par orgueil, vous ne l'avez pas supporté. Et donc, froidement, de manière préméditée, vous avez décidé de le tuer. Ce que vous avez fait, mademoiselle Dubuisson, c'est en quelque sorte un carnage du bonheur. Vous avez une affinité précoce avec le mal. Madame et messieurs les jurés, contre ce monstre, et pour le bonheur des humains, je réclame le châtiment suprême. Le châtiment suprême? C'est-à-dire la peine de mort? L'avocat de Pauline, maître Baudet, se lève. Sa tâche est difficile. Madame et messieurs les jurés, je me lève seul au milieu des excès. Car dans ce procès, tout a été excès. Et voilà que votre excès, monsieur l'avocat général, met sur mes épaules comme une chape de plomb. Vous m'accablez, moi qui n'ai à vous opposer que ma bonne volonté et ma sincérité. Alors j'ai peur. J'ai peur et je me tourne vers vous, madame et messieurs les jurés, et je vous demande d'essayer de comprendre, par référence à vous-même, à vos propres chagrins, à vos propres faiblesses. Et si d'aventure vous n'en avez pas eu, alors faites-le par référence à la faiblesse et au chagrin des autres. Ici, pour elle, par elle, je demande pardon pour celle qui fut orgueilleuse. Je pense que je peux demander pardon pour tous ces parents qui croient éduquer et qui font de leurs enfants des êtres à leur mesure. Ils passent près d'eux sans les voir. Si ma cliente a pu écrire après sa tentative de suicide du mois dernier, je crois bien que ma famille est maudite et moi aussi. Si elle a pu dire que monsieur et madame Bailly me pardonnent, n'est-ce pas qu'elle a compris que le temps était venu pour elle de la rédemption? Les jurés ne s'enferment qu'une demi-heure. Une demi-heure pour décider de la vie d'une femme. Ça n'est pas beaucoup. À la question sur la culpabilité, les 7 jurés répondent oui. À celle sur la préméditation, les 7 jurés répondent oui. Et puis arrive la 3e question. Lui reconnaissez-vous des circonstances atténuantes? Si les 7 jurés répondent non, elle sera guillotinée. Et si un seul juré dit oui, alors elle échappe à la mort. À cette question, 6 jurés ont répondu non.
et un juré a répondu oui. En conséquence, la Cour condamne mademoiselle Dubuisson Pauline aux travaux forcés à perpétuité. Pauline Dubuisson purge sa peine à la prison centrale d'Haguenau, en Alsace. Et vous la connaissez un peu maintenant. En prison, elle est soumise et disciplinée. Elle prend des cours de sténodactylo, elle passe même un CAP de couture. Alors comme elle se comporte bien, eh bien elle bénéficie à plusieurs reprises de remise de peine. Et finalement, elle est libérée en mars 1960. Elle avait pris perpétuité. Elle sort au bout de 9 ans. Et elle reprend sa vie, ma foi, là où elle l'avait laissée. Ses études de médecine, à Paris. Évidemment, elle change de prénom. Elle s'appelle maintenant Andrée Dubuisson. Elle a maigri, elle a vieilli, personne ne la reconnaît. Alors imaginez sa tête quand le 2 novembre 1960 sort le film La Vérité de Georges Clouzot. C'est son histoire, adaptée au cinéma. Brigitte Bardot joue son rôle et Samy Frey est Félix. Un film qui, entre nous, est une trahison de la vérité. On n'y parle pas de son enfance, ni de son adolescence, ni de ce qui s'est passé à la Libération. Pas un mot de tout ça. On l'y montre juste orgueilleuse, égoïste et trop libérée. À chaque fois que Pauline met le nez dehors, elle tombe sur les affiches du film. Et ça cartonne en plus. 5 millions d'entrées. Et tous les jours, Pauline se dit « Pourvu qu'on ne m'identifie pas, pourvu que je reste en dehors de tout ça. » Malheureusement, ça n'est pas ce qui va se passer. En 1962, une journaliste de détective publie un livre avec une photo d'elle. Elle doit partir. Et vite. Elle choisit le Maroc, Mogador, juste en dessous de Casablanca. Aujourd'hui, la ville s'appelle Essaouira. Et à Mogador, elle devient le docteur Dubuisson. Point. Elle travaille à l'hôpital, où elle est très appréciée. Elle habite un petit 2 pièces près de la Médina. Et elle se détend, un peu. De temps en temps, elle va au Café de France, juste à côté de l'hôpital. Et c'est là qu'en 1964, elle rencontre Bernard, un ingénieur. Elle a 36 ans et elle renoue avec l'amour. La dernière fois qu'elle a été amoureuse, elle avait 23 ans. Leur liaison est maintenant quasi officielle. Et on s'attend à un mariage. Mais c'est là qu'elle est rattrapée par son passé. Dans la salle d'attente du dentiste de Mogador, sur la table basse, traîne un vieux numéro de détective. Et voilà la rumeur qui reprend son travail de sape. Elle ne peut plus garder son secret. Il faut qu'elle en parle à Bernard. Ça ne va pas être simple. Il faut trouver la bonne occasion. Ça se passe lors d'un week-end à Rabat, à la mi-juillet 1963. La scène se passe dans un restaurant, pile au moment où Bernard la demande en mariage. « Acceptes-tu d'être ma femme ?» Il faudrait peut-être d'abord que je te dise quelque chose. Et elle raconte tout. Son colonel de père, les Allemands, l'épuration, les cheveux qui tombent sur le sol, les viols, Félix, les 3 coups de feu. Elle parle longtemps. Elle vide son sac. À la fin, Bernard est livide. « Je ne sais pas, André, je ne sais pas. » Il se lève et il s'en va, sans un mot. Décidément, Pauline n'aura pas droit à l'amour.
Dans les semaines qui suivent, Pauline s'enfonce lentement dans la dépression. Elle est de plus en plus absente à l'hôpital. Elle passe ses journées au lit. Et un matin de septembre, elle met un disque de Mozart sur son électrophone. Elle aligne les barbituriques sur la table et elle les avale. Quand le directeur de l'hôpital passe la voir à 20h, le disque tourne toujours sur l'électrophone automatique. Pauline est morte. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'affaire Pauline Dubuisson, une jeune femme qui, en 1950 à Paris, tue son amant et dont on découvre a posteriori l'incroyable personnalité, très marquée par l'occupation allemande et la collaboration à laquelle elle a participé avec son père, à l'issue de laquelle d'ailleurs elle a été tondue et violée par ce qu'elle appelle, elle, les faux résistants. Et je débriefe cette histoire avec vous, Philippe Génada. Vous êtes passionné pour cette histoire, au point d'en faire un livre qui est sorti chez Julliard, La Petite Femelle, et qui est disponible aujourd'hui en livre de poche chez Point. On est d'accord, Philippe, vous et moi? À la fin de cette histoire, on l'aime, cette femme. Oui. Elle nous touche, quoi. Oui, elle nous touche parce que je pense, en tout cas moi en ce qui me concerne, c'est parce qu'elle est aussi à peu près l'inverse de tout ce qu'on a raconté sur elle, non seulement pendant son adolescence, pendant le procès, pendant les 50 années qui ont suivi. Moi, quand je suis tombé je la connaissais pas du tout, en 2013 ou 2014, quand je suis tombé par hasard sur son histoire, c'était dans un livre sur les femmes criminelles du XXe siècle qui parlait de Violette Nozière, des sœurs Papin, etc. Et je tombe sur quelques pages à propos de cette jeune femme, et elle est présentée comme l'ange noir, la maléfique, la garce sans âme, sans scrupules. Et donc moi, elle m'intéresse parce qu'il y a une photo justement où elle a l'air extrêmement froide, glaciale, dure. Et je me dis, je vais écrire un livre sur cette femme sans cœur, dure, cruelle, qui voulait se venger des hommes. Et donc je suis parti là-dessus. Et en fait, petit à petit, plus j'avançais, plus je me rendais compte que tout ce qu'on a dit sur elle était faux. C'est-à-dire était non seulement décalé, mais même avec des mensonges, des choses comme ça. Et c'était finalement, je pense, Pauline Dubuisson, une très gentille jeune femme, qui n'a jamais voulu faire de mal à personne, qui voulait simplement, peut-être avec 10 ans d'avance sur son temps, se marier quand elle voulait, avec qui elle voulait, et faire des études. Elle voulait être médecin, alors qu'à l'époque, le Félix Bailly, là dont vous avez parlé, par exemple, qui était lui aussi un très gentil garçon, je crois trop gentil même, lui a clairement dit qu'il ne voulait pas épouser une doctoresse, comme il disait, il voulait épouser une ménagère. Il voulait une mère. Une mère et une ménagère et la femme du médecin, comme vous disiez, à Saint-Omer. Il voulait s'installer à Saint-Omer. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Je l'aime profondément, cette femme, et son destin me touche beaucoup. Et en même temps, il y a une petite lumière rouge qui s'allume et qui dit quand même elle a tué un bonhomme, quoi, froidement et sans motif. C'est-à-dire, ça peut poser un problème moral. Alors, que de l'aimer. Moi, non, parce que moi, j'ai vraiment bien étudié. Il y a eu vraiment des mensonges au procès. Quand on étudie, j'ai vu les photos de la scène de crime, j'ai lu évidemment l'autopsie, le rapport balistique, etc. Il est clair, elle, ce qu'elle a toujours dit, c'est je suis monté chez lui pour me suicider en face de lui, pour lui montrer à quel point je souffrais de la rupture et de son prochain mariage avec la jeune et douce Monique. Mais donc elle a tenté de se suicider, enfin c'est une évidence, c'est même le médecin légiste, le rapport de balistique, elle a tenté de se suicider, il s'est jeté sur elle pour essayer de la désarmer, et par une sorte de réflexe, parce qu'elle n'était pas dans un état émotionnel très stable évidemment, elle a essayé de le repousser, enfin elle a tiré dessus pour le repousser, donc oui elle l'a tué, c'est un garçon qui avait rien fait, qui était vraiment le brave gars, elle l'a tué, mais
elle voulait se tuer, elle a d'abord tourné le pistolet vers elle. Elle voulait faire spectacle de son suicide devant lui. Exactement, elle avait déjà essayé une première fois à Dunkerque, à Lille, quand il l'a quitté la première fois, elle avait le projet d'aller se tuer, s'empoisonner chez lui. Et puis, on l'a pas laissé rentrer, enfin bref, ça a raté. Bon, tout ça est un peu pathétique, un peu trop romanesque, etc. Mais elle voulait qu'il ait sa mort sur la conscience, ce qui n'est pas très bien, mais voilà. Et finalement, elle l'a tué, elle a essayé de se suicider juste après au gaz, très sérieusement. Les pompiers qui sont intervenus et qui savent de quoi ils parlent. Ils l'ont sauvée de justesse, c'est un miracle. Oui, elle était vraiment à un doigt et demi de la mort. Alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que moi qui en raconte beaucoup des histoires criminelles, en général, on fait une grande place à la victime. Dans le récit que vous faites vous, que je fais moi, et que l'on fait en général partout où on a raconté cette histoire, il a un rôle secondaire, Félix Bailly, finalement. Oui, il a un rôle très secondaire, c'est triste pour lui, mais c'est parce il a un rôle secondaire comme tous les gens trop gentils et trop lisses, quoi. C'était vraiment... par exemple, dans le film de Clouzot, qui, comme vous l'avez dit, est assez loin de son titre, c'est-à-dire de la vérité, dans le film de Clouzot, Félix Bailly, c'est un jeune homme un peu arrogant, indifférent, qui l'envoie un peu balader, etc. C'était pas le cas du tout. Lui était finalement trop neutre. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce pauvre garçon, si ce n'est qu'il n'a pas mérité de mourir, évidemment, et que son seul tort, c'est d'avoir voulu écouter ses parents et d'épouser la jeune fille parfaite, la jeune Monique, avec un petit détail quand même, c'est-à-dire que quand Pauline le retrouve à Paris 7 jours avant de revenir pour le tuer, ils passent la nuit ensemble, ils couchent ensemble, parce que lui, il n'a couché avec personne depuis elle, ni avant elle, ni après, et Monique, il n'a pas le droit de préconsommer le mariage, et donc ils passent la nuit ensemble, et au matin, sans doute se rendant compte de ce qu'il a fait, bon voilà, c'est pas un crime non plus, hein, mais... et puis culpabilisant par rapport à Monique, il chasse Pauline vraiment durement, c'est-à-dire il lui dit maintenant tu t'en vas et c'est terminé, ne reviens plus chez moi, je veux plus te voir. Donc elle a quand même une douleur qui ne mérite évidemment pas de tuer qui que ce soit, ni même de couper une oreille à qui que ce soit, mais elle a une douleur quand même qui la désespère, quoi, et qui lui fait comprendre que c'est terminé et que donc elle se dit ma vie est terminée avec. Je voudrais qu'on parle, Philippe, du père. Parce que la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que Pauline est collabo? Ou est-ce que c'est son père qui est collabo et elle, au fond, elle est tellement jeune qu'on ne peut rien lui reprocher sur ce plan? Oui, moi je pense en réalité que ni l'un ni l'autre ne sont... Le père a aussi une personnalité très trouble, floue et sujette à pas mal d'interprétations comme Pauline. Le père, je pense pas, il était effectivement sévère ou rigide en apparence, mais je pense que lui était quelqu'un de faible aussi. C'était un peu le faible de la famille Dubuisson, et pour contrer ça, je pense, il se donnait comme ça, très maladroitement, des airs d'autorité. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que tout ça part d'une excellente intention. C'est qu'en 1927, quand Pauline naît, un bébé-fille à l'époque n'avait pour avenir que de trouver un bon mari ou d'être une bonne femme au foyer, ou au mieux peut-être dactylo ou quelque chose comme ça, et lui ne veut pas ça pour sa fille, et donc il décide de la Oui, c'est former. étonnant, il est moderne. Oui, il est moderne. Il est assez moderne, finalement. Et il ne veut que du bien pour elle, il veut en faire quelqu'un de fort, il l'encourage, quand elle dit qu'elle veut être médecin, il est ravi, enfin il la pousse, mais trop, c'est-à-dire qu'il lui fait lire Nietzsche à 11 ans, pour qu'elle comprenne qui sont les faibles et qui sont les forts, et qu'il vaut mieux être fort. Et en fait, dans l'esprit d'une gamine, comme vous disiez, à l'école, elle est tout de suite détestée, mais c'est pas de sa faute à elle, c'est juste parce qu'elle a non seulement beaucoup d'avance au point de vue scolaire, et puis son père lui a mis dans la tête ses idées parce qu'il voulait un bon avenir pour elle, il voulait qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds, ni qu'elle se laisse pas marcher dessus. Et finalement, tout ça, comme c'était fait très maladroitement, ça s'est retourné contre lui, puisque le père, je ne sais plus si vous l'avez dit, mais quand Pauline a tué Félix, le lendemain, son père s'est suicidé. C'est-à-dire qu'il a lu... Ah, je ne l'ai pas dit, non. Ouais, il a lu le journal à Malo-les-Bains, on lui a apporté le journal, il a vu ça, il s'est suicidé parce que, je pense, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais je pense qu'il a réalisé que, voilà, il s'était trompé, enfin qu'il l'avait mal, finalement, il avait raté son éducation puisque ça aboutissait à quelque chose de finalement très, très violent. Donc je pense que le père était plutôt quelqu'un de pas sûr de lui. C'est souvent le cas de gens qui, comme un chien qui aboie trop fort parce qu'il a peur, quoi. Et quant à Pauline, évidemment, à 13 ans,
Dans mon bistrot de quartier, il y avait une dame qui n'est plus là maintenant, qui s'appelait Lucette, qui était née la même année que Pauline, et qui avait grandi exactement de la même manière, mais à La Rochelle, c'était aussi une sorte de forteresse allemande. Et elle me disait, quand j'avais 13 ans, on voyait ces beaux gars, on voyait les Français, sales, mal rasés, tout vaincus, et il y avait ces beaux Allemands qui étaient gentils pour la plupart, les jeunes soldats qui étaient là, qui étaient polis, qui étaient bons. Et elle disait, pour une jeune fille de 13 ans, c'est extrêmement difficile. Elle, ça a été plus facile parce que son père, Lucette, était prisonnier en Allemagne, donc elle leur en voulait. Mais elle disait, sinon, c'était extrêmement difficile de se dire, ce sont les ennemis de la France. À 13 ans, on se sent pas l'âme d'une patriote qui va défendre son pays quand il y a un beau matelot blond qui passe et qui vous sourit, quoi. Donc Pauline, à 13 ans, bah oui, c'est vrai qu'elle a couché avec un jeune marin allemand et puis après avec le médecin de l'hôpital. Mais voilà, à son procès, c'était comme si elle était responsable de toute la honte, de l'humiliation et de la collaboration de la France, alors que c'était une ado qui découvrait la vie. C'est pas bien de coucher avec les Boches à l'époque, mais je trouve qu'elle a quand même pas mal d'excuses, avec en plus, comme vous disiez, un père qui se servait d'elle, je dis pas ça de manière péjorative, mais qui l'utilisait pour traduire, parce que lui ne parlait pas allemand, et elle, oui, comme elle avait appris très tôt. Et donc il se servait de sa fille dans ses rapports avec les chefs de Dunkerque, quoi. Donc elle n'avait pas de libido bouillonnante et débordante. Non, au procès, on a parlé d'elle comme si vraiment elle enchaînait les hommes. Et puis je ne sais plus qui, je crois que c'est son avocat Paul Baudet qui dit j'ai compté ses amants. Elle a 24 ans, elle a eu 5 ou 6 amants, je ne sais plus ce qu'il a dit, et il dit aux vieux messieurs qui la jugent, est-ce que l'un d'entre vous dans cette salle a connu moins de 5 ou 6 femmes quand il avait 25 ans ou 30 ans? Donc non, pour l'époque, encore une fois, comme on disait, Monique, ça aurait été tout à fait déshonorant pour elle d'avoir un seul rapport sexuel avant son mariage. Mais enfin, Pauline elle a été, quand elle était avec Félix, elle l'a trompé une fois parce Félix était très mou et ne pensait qu'au mariage, il ne lui parlait que de mariage, elle voulait le secouer un peu. Donc une fois, elle l'a trompé avec un professeur, il a fondu en larmes, mais 2 heures plus tard, il revenait gratter à sa porte en suppliant Pauline de le pardonner, lui, presque, et en continuant à la demander en mariage. Alors, il y a un sujet qu'il faut qu'on évoque, ce sont ces nombreuses tentatives de suicide qui se terminent par un suicide réussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, les autres suicides auraient pu réussir. À chaque fois, c'est un miracle. Le gaz, c'est un miracle. Quand elle se taillade les veines et que son pouls bat à 6 pulsations par minute, elle est morte. Elle est sauvée complètement miraculeusement. C'est une femme dépressive. Et vous avez dit que son père l'était aussi, puisqu'il s'est suicidé, et on sait que sa mère l'était terriblement. On peut quand même évoquer l'hypothèse d'une dépression chronique, d'une dépression maladive. En fait, moi, il y a un terme que je n'ai pas utilisé dans le livre parce que ça aurait été tout à fait anachronique, mais j'ai reçu pas mal de courriers après la publication du livre, notamment de psychiatres, et tous m'ont dit la même chose à la lecture du livre, qui j'espère reproduit assez fidèlement la réalité. Elle était ce qu'on appelle aujourd'hui bipolaire, quoi. C'est-à-dire que... Maniaco-dépressive. Voilà, on disait maniaco-dépressive. Et Pauline, à la fac de Lille, par exemple, tous ses camarades de fac disaient, parfois on la voyait pas pendant une semaine, elle restait couchée chez elle à pleurer ou à méditer, j'en sais rien. Et puis parfois, elle était extrêmement souriante, joyeuse, elle parlait à tout le monde. Enfin, c'est vraiment assez typique. Au contraire, très, très débridée. Oui, parce que il faut dire, moi je veux pas non plus en faire un ange. J'ai rencontré d'ailleurs, dans un salon du livre, après la sortie du livre, il y a un vieux monsieur qui est venu me voir, qui pleurait, qui m'a dit « Je suis le petit cousin de Pauline Dubuisson, il l'a connu quand il était tout petit. » Et il dit « C'est très beau ce que vous avez fait pour elle, vous la défendez, etc. Mais il faut quand même dire que c'était une sacrée louloute. » Je ne sais pas comment il m'a dit, mais enfin, elle aimait bien plaire, elle aimait bien à Malo-les-Bains, quand elle allait coucher avec le jeune matelot, elle faisait exprès de repartir en laissant son soutien-gorge dans la chambre où il habitait pour que la femme de ménage le trouve. Et elle était un peu provocatrice, un peu... et puis elle aimait bien plaire, c'est sûr, mais voilà, c'est pas honteux. Si donc elle était maniaco-dépressive, comme on disait à l'époque, atteinte de troubles bipolaires, comme on dit aujourd'hui, alors c'est une maladie psychiatrique, c'est même une psychose. Et donc ça l'excuse pour le coup. Oui. Un peu. Ça, en tout cas, oui.
ça peut expliquer en partie ces 3 tentatives de suicide, si ce n'est que si elle en a fait 3, c'est juste parce qu'elle en a raté 2, parce que sinon elle n'en aurait fait qu'une. Ouais. Mais qui était, je pense, sincère et sérieuse. Et puis, l'éducation qu'elle a eue dans cette petite maison avec sa mère qui était neurasthénique et bigote, et son père trop rigide, etc. Les Allemands, elle a vu, j'étais à Dunkerque la semaine dernière sur la plage, elle a vu des centaines de morts, des bombardements. C'était l'opération Dynamo, l'évacuation des soldats anglais, bombardés par les avions allemands. Elle a aidé, elle a infirmière amateur, quoi. Elle avait 12-13 ans. C'est là qu'elle décide d'être médecin, mais elle a vu des horreurs, elle a vu des... Et puis il y a quelque chose que j'ai découvert qui n'est pas dans le livre parce que je l'ai découvert après. J'ai reçu une lettre extrêmement touchante il y a 2-3 ans d'une dame dont le père venait de mourir très vieux, à plus de 100 ans. Et ce père était médecin à l'hôpital d'Essaouira. C'était un des meilleurs amis de Pauline Dubuisson. Et dans ses papiers, à ce père, elle a retrouvé des documents. Oui. D'ailleurs, il disait qu'il l'aimait beaucoup, qu'elle était très appréciée, que c'était une femme formidable. Et c'est lui qui a pratiqué son autopsie. Et donc là, personne n'a jamais su ça, à part cet homme et puis sa fille et donc moi maintenant. Et en fait, elle avait un problème d'utérus. Elle avait une déformation de l'utérus qui était beaucoup trop petit, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ce qui a sans doute contribué aussi à cette instabilité. Elle a eu un gros problème quand elle avait 16 ans. On a cru qu'elle avait fait une tentative de suicide. En fait, c'était une fausse couche qui s'explique comme ça. Donc c'est une fille qui a vraiment, on peut dire, toute sa vie pas eu de chance, quoi. Vraiment, à tous les points de vue, elle a eu très peu de lumière et de facilité dans sa vie. Mais, comme vous disiez tout à l'heure, elle a tué un gentil garçon, donc ça, évidemment, ce n'est pas pardonnable. Je vous remercie infiniment, Philippe Génadas. J'étais ravi de débriefer cette histoire avec vous. Je rappelle le titre de votre livre sorti chez Julliard il y a quelques années, La Petite Femelle. Mais ce livre est disponible aujourd'hui en livre de poche chez Point. Et je vous invite vraiment, vous qui nous écoutez, à le lire. Et vous le ferez sans doute parce que cette histoire est tellement passionnante qu'on a envie, j'espère que vous serez d'accord avec moi, d'aller plus loin. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.